Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Au cours de cette autre édition, nous allons continuer à nous interroger. Guerre en Ukraine, une guerre sainte contre les valeurs sataniques, Dixit Ramzan Kadyrov. Eh bien, mesdames, messieurs, on parle de cette guerre en Ukraine, pour ne pas dire de cette opération militaire spéciale. Une guerre sainte contre les valeurs sataniques de l'Europe et les LGBT. Ce sont les propos de Ramzan Kadyrov lors d'un discours hallucinant. Ramzan Kadyrov est tout simplement le président de la République de Tchétchénie. Lors d'un entretien diffusé sur la chaîne de télévision d'État russe, Rossiya 1, ce dimanche 17 juillet, le commandant tchétchène de la division Akhmat a salué l'invasion russe de l'Ukraine. Pour Akhti Alouidov, il ne s'agit rien de moins que d'une guerre sainte contre les Ukrainiens et occidentaux qualifiés de diaboliques. Akhti Alodinov, le commandant de la division tchétchène Akhmat, qui combat pour la Russie, a salué donc cette opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine par le président russe Vladimir Poutine. Ce dimanche 17 juillet 2022, dans un entretien diffusé en direct sur la première chaîne de télévision russe Rossiya 1, il l'a qualifié de guerre sainte contre les valeurs sataniques de l'Europe et des États-Unis ainsi que de la communauté LGBT. Le commandant de la République de Tchétchénie a également félicité le chef du Kremlin pour s'être opposé aux valeurs européennes de l'Antéchrist et à l'OTAN. Je suis fier que Vladimir Poutine continue d'adhérer aux valeurs du Christ, a-t-il assuré devant la présentatrice Olga Shabeeva, connue elle-même pour avoir affiché ouvertement son soutien à la politique étrangère du président russe. Le militaire entame alors une longue justification de la guerre et qualifie les Ukrainiens et les Occidentaux d'être diaboliques qui ne respectent pas les principes moraux. À titre d'exemple, il cite la question des droits de la communauté LGBT dont le président russe a empêché la progression dans son pays. Ce qu'il a d'ailleurs salué. Pour lui, la guerre en Ukraine est aussi dirigée contre cette communauté marginalisée. Nous ne vivons pas sous les drapeaux des LGBT et ce sera le cas tant que Poutine est en vie. En Ukraine, on se bat contre ces forces qui nous imposent des comportements malveillants, non naturels et contraires à ce que nous dicte la loi, affirme d'ailleurs Akhti Alodinov. L'homme est né pour se marier avec une femme afin qu'ils élèvent des enfants, a-t-il poursuivi. Voilà pourquoi nous revenons justement sur ces propos. Guerre en Ukraine, c'est une guerre sainte contre les valeurs sataniques, a déclaré Ramzan Kadyrov. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Yamin Timba. Docteur Yamin Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Très heureux de vous avoir encore ce matin sur notre plateau. Un plaisir partagé. Ça faisait longtemps? Oui, un bon moment. J'espère que vous allez bien. Ça va, tout va bien. D'accord, nous revenons justement sur ces propos du président tchétchène Ramzan Kadyrov. Et d'ailleurs, son chef de l'armée a également souligné les mêmes propos. Pour eux, ce qui se passe actuellement du côté de l'Ukraine, cette opération militaire spéciale, c'est une guerre sainte contre les valeurs européennes, les valeurs de LGBT, les valeurs diaboliques, qu'ils qualifient d'ailleurs de sataniques. Le problème que nous avons avec ce genre de discours, c'est qu'on ne fait pas la guerre pour ça. Oui. Donc, en réalité, la rhétorique justificatrice et moralisatrice ne doit pas du tout nous intéresser et nous ne devons pas y faire attention. Deuxièmement, ce sont des catégories européennes qui ne sont pas les catégories de notre culture. Oui. Satan, tout ça là, non, on ne sait pas ce que ça veut dire. L'antéchrist, Christ, vraiment, c'est leurs affaires. Donc, alors, ils peuvent justifier ça dans leur langage et dans leur jargon et selon les règles de leur culture. Je comprends très bien que c'est l'ADN de leur civilisation, donc ils justifient comme ils peuvent. Mais pour nous, Africains, sérieux, nationalistes, profondément ancrés dans nos cultures, ça n'a aucun sens. C'est du charabia que nous ne comprenons pas et auquel nous ne pouvons pas donner plus d'importance que ça. Nous savons par contre pourquoi on fait la guerre. On fait la guerre pour les matières premières, on fait la guerre pour la conquête de nouveaux territoires, on fait la guerre pour la maîtrise de couloirs et de chaînes logistiques, on fait la guerre pour le contrôle des esprits et donc finalement pour des considérations purement économiques et de pouvoir. Oui. Voilà la raison pour laquelle on fait la guerre. Donc, ce qui se passe en Ukraine n'échappe pas à cela. L'opération militaire spéciale relève de ce besoin de contrôle de territoire, de ce besoin de contrôle de flux de matières premières, relève de ce besoin de contrôler un certain nombre
de valeur ou de chaîne de valeur économique, industrielle, et de s'assurer de la capacité à accéder à une certaine forme de contrôle de l'avenir en matière économique. Voilà pourquoi il y a cette opération en Ukraine et voilà pourquoi, je pense, tous ces acteurs se retrouvent là-bas. Donc derrière le jeu des acteurs qui consiste à mener une propagande qui justifie ci ou ça, que tout le monde ne comprend pas forcément et qui n'a pas de sens forcément pour tout le monde, nous savons en réalité qu'il y a des invariants historiques qui permettent de savoir pourquoi M. Apti Alodinov lui-même, il est en Ukraine. Et on comprend pourquoi M. Kadyrov est là. Il n'est pas là parce qu'il déteste particulièrement les LGBT. Il est là parce qu'il y a des enjeux qui sont fondamentalement économiques et géostratégiques pour la Russie. Et lui, il est un chef président d'une des républiques fédérées de Russie. Et donc, il y a, il y a la place de la Russie qui est menacée, et on comprend qu'il fasse la guerre, mais il n'est pas allé là-bas pour aller faire la guerre aux LGBT, sinon il serait allé faire la guerre aux LGBT partout dans le monde. Donc je ne crois pas que ce soit ça. Le fond du problème, c'est que l'ancien bloc de l'Est ayant été grignoté par l'OTAN, réduit considérablement les marchés auxquels la Russie peut accéder, mais également met en difficulté la sécurité de la Russie. Parce que finalement, ça place l'OTAN aux portes de la Russie et que le vrai enjeu de ce grignotage, ce n'est pas tellement que les Européens de l'Ouest et les Américains aiment tellement les Polonais, les Hongrois, et les Polonais, les Estoniens et tout le reste. C'est parce que la Russie, de l'autre côté, est un immense marché de 200 millions de consommateurs et une source quasi inépuisable de matières premières. Voilà le fond et voilà d'où viennent les problèmes qu'on n'a pas pu régler depuis 2014 à Minsk et qui se sont soldés par ce que nous connaissons aujourd'hui. Jusqu'à preuve le contraire, on a vu depuis un bon bout de temps que finalement cette opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine, c'est une guerre également contre l'Occident. Et on sait pertinemment que l'Occident, partout où il pose ses pieds, apporte justement son histoire de valeurs et sans oublier les nouveaux droits de l'homme. Tout ça, c'est le vernis. Oui. L'Occident ne vient pas avec ça. L'Occident justifie sa violence et sa brutalité par ça. Ça, c'est le discours de légitimation de la brutalité occidentale, de la sauvagerie du capitalisme occidental. En fait, ce n'est pas pour ça qu'ils viennent. Ils s'en foutent royalement de vos droits. S'ils aimaient tant vos droits et que c'était ça l'objectif principal pour lequel ils sont là, mais votre premier droit, c'est le droit à l'intégrité de votre territoire. C'est le droit au fait que personne ne vienne vous perturber chez vous. Exact. Mais alors, ils ne viendraient même pas chez vous s'ils respectaient tellement vos droits. Non, en fait, ils ne respectent pas vos droits, puisque pour venir chez vous, ils commencent d'abord par vous décrédibiliser. Donc, le droit même à l'image, le droit comment on appellerait ça, le droit, si vous voulez, à l'authenticité de votre propos. Mais il ne vous mépriserait pas, il ne commencerait pas par vous dénigrer de cette façon-là avant même de venir chez vous. Donc ces gens commencent par ne même pas, ils ne respectent même déjà pas votre personnalité, ils ne vous respectent même pas du tout et ils viennent vous raconter qu'ils viennent pour les droits de l'homme. De quel droit de l'homme ils parlent? Mais s'ils aiment tellement les droits de l'homme qu'ils commencent par s'assurer que les gens qui dorment dans la rue chez eux ne dorment plus dans la rue. Le droit au logement, c'est un droit fondamental de l'homme, c'est écrit dans leur propre constitution et dans leur propre loi. Mais des gens qui ne sont même pas capables de respecter les lois de chez eux, les gens dorment dans la rue, les gens mangent dans les poubelles, on tue des manifestants. On a vu ça dans les pays occidentaux ces dernières années. Alors, donc, enfin, à la limite, je ne sais même pas de quoi ils parlent, mais on sait que c'est un discours de légitimation. Les Européens, l'ethnie européenne qui est portée par son idéologie, qui est le capitalisme, oui, en réalité vient chez vous pour prendre vos ressources naturelles, vos matières premières, et pour faire de vous un marché, un déversoir dans lequel on vient déverser les produits manufacturés. Point. On fait de vous de la main-d'œuvre corvéable à merci. Parce que, il ne faut pas qu'on se prenne la tête, hein. On fait de vous de la main-d'œuvre corvéable à merci. On fait de vous un réservoir, si vous voulez, une source de matière première, et on fait de vous des consommateurs totalement incultes. Vous ne devez même pas réfléchir. Voilà
Voilà ce que l'Occident vient faire chez vous. Les histoires de droits de l'homme, c'est pour les jacasseries des parlementaires. C'est pas pour autre chose. C'est pour justifier ce qu'on veut justifier en disant oui, nous sommes venus, mais là-bas il y avait un tyran. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir, Kadhafi était-il plus tyran que les présidents français qui se sont succédés depuis sa mort? Et une bonne interrogation. Mais jusqu'à preuve de contraire, on considère quand même que Vladimir Poutine est un tyran, c'est un despote, c'est un dictateur. Mais c'est normal qu'on le considère comme tel. Il faut justifier pourquoi on s'attaque à lui. Si je veux, M. Ngos, vous m'avez invité sur votre plateau, mais si je veux m'attaquer à vous, la première chose que je fais, c'est que je dis que ce type-là, ouais, sa barbe blanche là. En fait, c'est pas de la barbe blanche, ça doit être un truc bizarre là, qui met là. Mais M. Ngos, vous m'avez rien fait mal, vous m'avez même invité sur votre plateau. Et puis, je trouve quelque chose qui va justifier toutes les attaques que j'ai déjà planifiées contre vous. Voilà ce qui se passe. La Russie, mais vous imaginez le nombre de fois où Poutine a tendu la main à l'Occident depuis qu'il est au président de la Russie depuis 1998? Mais des dizaines de fois. Il les a suppliés. Il leur a même proposé qu'on crée l'État européen qui devait s'étendre jusqu'en Russie. Et donc, toute la Russie jusqu'à Vladivostok devait intégrer un bloc qui serait l'Europe. Il a accepté de travailler avec eux puisqu'il a accepté l'intégration de Russie au Conseil de l'Europe. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? En réalité, il fallait qu'il fasse exactement ce qu'il a dit un jour, mais qu'il ne pouvait pas faire. Il dit ils veulent prendre la peau de l'ours, en faire un tapis, ensuite lui enlever ses griffes. Les griffes, c'est l'armement nucléaire et les technologies de pointe. Voilà ce qu'ils veulent. Et donc, la Russie dit, mais il y a quand même un problème, je dois quand même pouvoir vivre. Oui. Donc, en réalité, le discours sur les droits de l'homme, c'est une mystification qu'il ne faut pas écouter. On va venir vous dire, dans le cas d'espèce, que tous les présidents africains, c'est des dictateurs. Mais les gens ne sont quand même pas sérieux. Qu'est-ce qu'on appelle dictateur? Un dictateur, c'est un type... D'abord, il est dictateur dans quel contexte? C'est vous qui dominez le pays et vous dites qu'un type qui est votre larbin de l'ordre est un dictateur. Prenez n'importe quel pays dans lequel on utilise le franc CFA. Le président de la République décide de quoi? Mais ce type, quand il veut même se rebeller un peu, il arrive à se rebeller, à se créer des espaces des marges de manœuvre. Bon, parce que nous, on sait faire du jazz. Et le jazz, c'est une musique très contraignante, mais qui vous laisse la capacité d'improviser. Donc, certains chefs d'État réussissent à improviser un peu, mais sur les questions fondamentales, ils sont bloqués. Bloqués par cette ethnie européenne et ce système capitaliste qui veulent transformer nos pays en grosses mines à ciel ouvert où on puise des matières premières et en grands supermarchés où ils viennent déverser leurs produits. Le problème, c'est que chaque fois que vous ne suivez plus, que vous n'êtes plus d'accord avec eux, vous devenez un dictateur. Je vous prends un exemple tout bête avant de sortir. Mais vous vous souvenez très bien que les gens comme Amadou Ahidjo, dans les années 60, c'était un président très intéressant, accueilli partout en héros, reconnu par tout le monde, mais dès que, après le congrès de Bafoussam en 75, il dit « Waouh, j'ai quand même tué trop de gens au Cameroun, vraiment, qu'est-ce que les gars de l'UPC là voulaient même? Je vais piquer quelques idées économiques là-bas et essayer de les implémenter. » Il est devenu quoi? Dictateur. Parce qu'il n'était plus tout à fait d'accord avec les autres, avec le système occidental, le système capitaliste en place. Voilà ce que ces gars-là, voilà comment ils justifient tout cela. Et il faut en rire, mais peut-être en pleurer parce que cela crée quand même de la misère chez nous. Et Cheikh Anta Diop appelait cela des fadaises. Donc, il faut considérer que c'est des fadaises et se poser la seule question qui a de l'importance, que voulons-nous? Jusqu'à preuve du contraire, à force justement d'utiliser la brutalité la plus abjecte et sans oublier le capitalisme qui est aujourd'hui un gros péché pour bon nombre d'ailleurs de nations, l'Occident a commencé à se perdre. Peut-on dire aujourd'hui que finalement, avec l'opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine, c'est la fin ou alors le déclin de l'Occident? L'Occident est perdu depuis très longtemps. Dès que vous engagez une opération comme l'esclavage, la mise en esclavage d'une grande partie du peuple, et que vous réussissez en 5 siècles à tuer 200 millions de personnes, c'est eux qui disent ça, c'est pas moi. Ils disent que pendant la période de l'esclavage, ils ont fait arriver aux États-Unis entre 20 et 30 millions d'esclaves africains. Mais c'est eux-mêmes qui disent que pour chaque esclave transporté sur le continent américain, il y en avait 10 qui étaient tués et il y en avait 10 qui étaient portés disparus. Donc, ils ont tué au minimum 250 millions d'Africains.
Si vous avez tué 250 millions d'Africains, comment pouvez-vous considérer que vous êtes encore sur la bonne voie? Mais vous êtes perdus d'office. Vous n'êtes même pas des gens, vous êtes des gens qui n'ont aucune crédibilité et que les autres ne doivent même pas écouter. Pour le moment, du fait de leur puissance militaire qui permettent qu'ils contrôlent encore l'humanité, eh bien, les gens les écoutent. Mais vous voyez qu'il y a des pays qui aujourd'hui sont capables de s'opposer à eux et qui ne les écoutent plus. La Russie, la Chine, l'Inde même, et certains pays qui boudent de temps en temps parce qu'ils commencent à avoir quand même un peu de force, l'Indonésie, le Pakistan, le Brésil, les écoutent, parfois grognent un peu, ou l'Arabie Saoudite par exemple. Mais ce qui va se passer, il est clair que les Occidentaux, pour nous Africains, pour nous, ils n'ont aucune crédibilité. Aucune. Lorsque vous avez tué 250 millions des nôtres, vous n'avez aucune crédibilité à nos yeux. Aucune. De la même manière que les Arabes, qui pendant le XIIIe siècle ont tué autant d'Africains. Parce qu'eux aussi ils disent qu'ils ont transporté à peu près entre 20 et 27 millions d'Africains dans la péninsule arabique. Vous imaginez pendant 13 siècles, des gens n'ont rien fait, ils n'ont pas travaillé. Vous, les Africains, vous avez bossé pour eux. Donc, des gens comme ça, eux-mêmes, ils disent que pendant les razzias, ils perdaient entre 10 et 15 personnes. Donc, voilà les mêmes gens aussi qui ont tué au moins 200 millions d'Africains en 13 siècles. Ces gars-là n'ont aucune crédibilité à nos yeux. La seule chose qui peut leur redonner un peu de crédibilité et qui peut leur donner le droit d'être écoutés, c'est tout simplement de s'asseoir et de demander pardon. Tout simplement. Bon, je ne comprends même pas, je ne comprends pas qu'on nous dise, par exemple, que des présidents européens viennent dans nos pays et ne nous présentent jamais des excuses. Ils ne viennent pas se mettre à genoux et s'excuser. Et nous les recevons, ils entrent dans nos palais présidentiels, ils dorment dans nos plus beaux hôtels, ils roulent sur nos routes qui sont péniblement construites. Mais je ne sais même pas comment on fait pour accepter une chose pareille. Ces gens-là doivent demander pardon et ils n'ont aucune crédibilité, on n'a même pas à les écouter. Est-ce que c'est dans l'identité justement des Européens de l'Occident de demander pardon? Parce que si l'Afrique s'attend à un pardon, je pense quand même que ça va prendre énormément du temps. Il faudrait savoir si dans leur identité c'est des êtres humains. À partir du moment où c'est des êtres humains et nous considérons comme tels qu'ils sont des êtres humains, alors ils devraient être capables de demander pardon quand ils font du mal. Je crois que lorsque, ici, tout à l'heure, M. Apti Alodinov pouvait reconnaître qu'il y a certaines choses qui relèvent du mal, qui relèvent du négatif, alors ça veut dire qu'ils sont capables de savoir que telle chose est mauvaise, telle autre ne l'est pas. Et donc, à partir du moment où vous savez que telle chose est mauvaise et telle autre ne l'est pas, eh bien, quand vous commettez celle que vous considérez comme étant mauvaise, mais vous demandez pardon. On ne va pas vous manger après avoir reçu votre pardon, on va vous redonner à nouveau la possibilité de construire une nouvelle crédibilité et de pouvoir retrouver votre place dans le cœur et dans le concert des peuples. Mais là, il y a un problème avec l'Occident, c'est que il a commis beaucoup d'atrocités, un terrorisme indescriptible. Et ce terrorisme-là est tel qu'ils l'ont commis. Aujourd'hui, ils ont un discours ce terrorisme-là a bloqué le développement des forces productives des autres peuples. Et aujourd'hui, ils tiennent un discours de légitimation qui les absout de toute responsabilité et de toute obligation de reconnaissance de ces atrocités-là. Mais il n'est pas possible d'écouter des gens comme ça. Il faut les amener à savoir, à comprendre que nous souffrons et que notre souffrance, elle est réelle. Lorsque les Africains marchent dans la rue et que 250 millions d'âmes dans leur subconscient crient de souffrance, je ne sais pas comment on fait pour écouter les gens qui sont à l'origine d'une telle souffrance. Ils ont souvent déclaré haut et fort que quand on parle justement de toutes ces atrocités commises un peu partout dans le monde, ils reconnaissent mais déclarent qu'ils ne sont pas coupables. Si vous reconnaissez que vous déclarez que vous n'êtes pas coupable, alors il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous ne pouvez pas avoir volé 45 000 milliards de livres sterling à l'Inde et vous dites que vous ne reconnaissez pas votre responsabilité dans la pauvreté qui est en Inde aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas venir en Afrique. L'année dernière, vous nous avez volé 33 000 milliards de dollars. Nos matières premières que nous avons exportées. Nous avons exporté 33 000 milliards de kilos de matières premières, 33 milliards de tonnes. 33 000 milliards de kilos. Et si vous donnez, si on avait vendu 1 kilo à $1, on aurait 33 000 milliards de dollars. Vous ne pouvez pas nous avoir volé ça
Et vous vous levez, vous dites que vous n'êtes pas responsable du fait qu'il n'y a pas de route à Bangui, du fait qu'il n'y a pas de suffisamment d'hôpitaux équipés à Douala. Mais pas coupable. Ils sont à la fois responsables et coupables parce que mais ces gens-là sont quand même bizarres. Vous ne pouvez pas consommer le fruit du vol et estimer que vous n'êtes pas coupable. Vous êtes un receleur. Et en tant que le peuple européen est un peuple receleur du vol pratiqué par le capitalisme occidental. Donc ils sont coupables. Du premier au dernier autant qu'ils sont. Ils sont coupables. Et si la dette africaine s'étend sur... C'est-à-dire que si nous sommes dans une situation telle que pour payer la dette africaine d'aujourd'hui, qui n'est en réalité c'est du peanut, c'est 750 milliards de dollars, sur 3 000 milliards de dollars, 750 000 milliards de dollars, c'est quoi? C'est même pas 20%. Hein? Qu'est-ce que je vous raconte? C'est à peine 2 ou 3%. Donc, on aurait pu payer cette dette sans s'en préoccuper, une simple opération administrative. Donc si cette dette, dans les conditions actuelles, pour la rembourser, il faudra peut-être 15 ou 20 ans, alors tous les Européens, jusqu'à ceux qui naîtront dans 20 ans, sont coupables. Ils sont coupables parce que malheureusement, ils vont entretenir le legs qui vient de ce que leurs parents font aujourd'hui. Ils sont coupables parce que s'ils ne le sont pas, s'ils ne veulent pas être coupables, ils doivent dénoncer ça. Si vous ne dénoncez pas ça, vous êtes coupable. De la même manière que les Africains qui s'acoquinent des Européens, qui pensent qu'ils doivent suivre le diktat européen, qui pensent qu'ils doivent se mettre avec les Européens pour détruire, exploiter, dominer, piller le continent africain. Ils sont coupables au même titre. Au même titre. Ils sont tous coupables. Tous ceux qui ne dénoncent pas, tous ceux qui n'agissent pas dans le sens de remettre tout cela en question sont coupables autant qu'ils sont. Et les générations futures qui soutiendront ce genre de choses sont tout autant coupables. Si aujourd'hui un pays européen se lève et dit, par la voix de ses dirigeants, nous condamnons l'esclavage, nous demandons pardon pour l'esclavage et nous nous engageons dans un programme de réhabilitation de notre pays auprès des Africains, voilà un pays qui n'est pas coupable, qui n'est plus coupable. Ça, c'est ce qu'on attend des gens qui sont sérieux, des gens qui ont une certaine humanité et des gens qui savent ce qu'on appelle un droit de l'homme. D'abord, l'Occident, il ne sait pas ce qu'on appelle un droit de l'homme, parce que si vous savez ce qu'est un droit de l'homme, vous l'appliquez. Oui. Et ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Donc, je veux bien croire et je veux bien imaginer que il pourrait y avoir un jour, et c'est ça l'espoir de l'Africain, et c'est ça l'optimisme de l'Africain, et c'est ça, la main ou les mains tendues, la poitrine ouverte de l'Africain pour recevoir le monde. Nous voulons espérer que dans les prochaines années, il va y avoir en Europe, dans les pays occidentaux en général, un mouvement qui va remettre tout cela en question, qui va engager ces pays-là dans un processus de réconciliation avec les Africains. Et nous sommes prêts à les écouter à ce moment-là. Nous sommes prêts à travailler avec eux à ce moment-là. Mais nous leur disons en attendant qu'il est inacceptable que nous soyons complices de cette situation. Parce que tous les Africains qui ne dénoncent pas cette culpabilité, qui ne la rappellent pas, ils sont coupables, ils sont responsables, ils sont coupables jusqu'autant qu'ils sont chacun en ce qui le concerne, en tout lieu. Tous ceux qui ne dénoncent pas l'esclavage, tous ceux qui ne dénoncent pas le colonialisme, le néocolonialisme actuel, le franc CFA, tous les maux dont souffre l'Afrique et dont eux sont les auteurs, eh bien, tous ceux qui ne les dénoncent pas sont coupables. Et c'est vrai pour l'ethnie occidentale tout entière, autant pour les Africains qui sont leurs complices, que pour tous les autres dans le monde qui estiment qu'ils sont nos amis. Vous êtes nos amis, vous dénoncez ça. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un ami des Africains et vous ne dénoncez pas l'esclavage et la colonisation. Citez-moi un seul ami d'Israël qui ne dénonce pas la Shoah. Citez-moi un seul. Bien, alors les autres ne sont donc pas nos amis. Soit ils sont nos amis et ils dénoncent ça, soit ils ne sont pas nos amis et on comprend pourquoi ils ne le dénoncent pas. Le 22 et le 23 juin dernier, il y a eu justement ce sommet du BRICS du côté de la Chine et il y avait des pays qui étaient entièrement et totalement amis de l'Occident qui ont commencé à prendre langue justement avec les pays des BRICS. Je prends par exemple le cas du Caire qui était justement un ami intime, on va le dire comme ça, des États-Unis. On a l'impression que là on commence à se délier, l'Arabie Saoudite et les autres et plusieurs autres pays d'Afrique et de l'Amérique latine aujourd'hui frappent aux portes des BRICS. C'est une question d'enjeux économiques.
Tout simplement. Les gens ne vont pas dans les BRICS parce qu'ils aiment les Chinois ou les Russes ou les Brésiliens ou les Sud-Africains ou les Indiens. C'est une question d'enjeux économiques. Oui. Les BRICS, c'est plus de 3 milliards d'habitants. 2 milliards et 3 milliards et plus 3 milliards et plus. Je crois 3 milliards 280 ou quelque chose comme ça. Voilà. Plus de 3 milliards d'habitants. 3 milliards de consommateurs, c'est énorme. C'est énorme. C'est 3 milliards de consommateurs, c'est 5 pays qui sont des puissances industrielles partout là où ils sont. C'est des pays qui sont des puissances technologiques. Et ces pays représentent des enjeux environnementaux très importants. La Russie avec toute la taïga et la Sibérie, le Brésil avec l'Amazonie, on a même la Chine avec tout son plateau continental de Mongolie intérieure et les différents écosystèmes qui l'abritent, l'Inde avec toute la question de la mousson et des zones autour, tout ce qui est le bassin du Gange. Ces pays représentent des enjeux multiformes, extrêmement importants, qui attirent tous les autres pays. L'Arabie Saoudite, mais il arrivera bientôt, le pétrole ne sera bientôt plus le carburant le plus important. Ce sera plus la source d'énergie la plus importante. Et donc, du coup, il faut que son économie, d'ailleurs, qui est en pleine reconversion, elle est obligée d'y aller parce que c'est la technologie et ces pays sont des mastodontes technologiques. Vous prenez tous les autres pays qui frappent à la porte. L'Iran, on sait que stratégiquement, elle est alignée sur les BRICS depuis très longtemps. Et donc, il est aligné sur les BRICS depuis très longtemps. Et donc, nécessairement, c'est tout naturellement qu'il va aller vers eux. Le Nigeria comprend très bien que son essai de s'occidentaliser est totalement ridicule. Parce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas avoir subi l'esclavage, la colonisation, et on ne peut pas être au milieu de pays qui ont des alliances avec les pays des BRICS et vouloir vous isoler alors que vous êtes la première économie du continent. En fait, l'occidentalisation du Nigeria maintient le Nigeria sous la domination occidentale alors que l'alliance avec les BRICS, ou tout au moins, et en plus, mais concomitamment avec l'effort de construction d'un État continental africain, donne au Nigeria une place de leader qui est extrêmement importante. Pourquoi vouloir être le dernier dans un groupe qui te méprise et qui d'ailleurs n'a aucune considération pour toi et considère d'ailleurs que tu n'es qu'un marché, alors qu'ailleurs tu peux construire quelque chose qui rentre dans l'histoire et fait de toi un leader. Donc, tous ces pays, là je n'ai cité que 2 pays, mais il y en a beaucoup d'autres qui effectivement frappent aux portes des BRICS parce que le monde est arrivé à un moment où il faut repenser les relations entre les peuples. Allons-nous rester dans un monde unipolaire dominé par les Occidentaux qui sont en plein déclin? Tout le monde considère que non. Vous avez les pays comme l'Allemagne qui connaissent depuis 30 ans leur premier déficit, qui entrent en récession et qui ont besoin de milliers de milliards d'euros pour reconstruire les infrastructures qui sont obsolètes. Je n'ose pas parler des États-Unis et d'une bonne partie de l'Europe d'ailleurs. Vous arrivez aujourd'hui dans de très grandes villes européennes, que ce soit en France, en Italie, en Espagne ou en Angleterre. Oui. Vous êtes surpris de voir le niveau de dégradation des routes. Et je vous pose donc la question pour sortir justement de cet entretien. Avec cette opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine, peut-on dire aujourd'hui que c'est la multipolarité qui est née? Ben c'est ça, c'est clair que c'était le paragraphe qui suivait. Il est évident que le monde sera multipolaire, qu'on le veuille ou pas. Il n'est pas multipolaire parce qu'il est fondé sur les races, mais il est fondé sur les civilisations. Nous n'avons pas les mêmes civilisations, nous n'avons pas les mêmes parcours historiques. Et les peuples vont s'organiser comme de façon magnétique autour de ces civilisations-là. Et l'identité et l'ADN de chaque civilisation va déterminer qui va s'agglutiner autour d'une civilisation ou pas. Et tout cela va former des pôles au niveau international, des pôles géopolitiques qui devront collaborer pour un monde en paix. Il faut comprendre que la question, quand on dit civilisation, les gens ne voient pas ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental à une civilisation, c'est l'économie. C'est comment les gens s'organisent pour satisfaire les besoins de leur population. C'est ça, la base, la fondation de toutes les civilisations. Maintenant, nous ne nous organisons pas de la même façon. Chaque peuple a sa manière de s'organiser. L'Afrique va-t-elle suivre? L'Afrique ne va pas seulement suivre, elle est déjà en train de suivre. Il y a un nouveau mouvement qui se met en place, celui d'avoir au moins 10 000 élus à partir de 2025, dont au moins 30 chefs d'État, qui vont donc avoir pour but
de pouvoir construire cet État continental africain pour sécuriser nos revenus, permettre que nos matières premières soient payées dans notre monnaie continentale, une monnaie que nous allons développer puisque ce sera un État, et donc donner à l'Afrique sa place. Je vous rappelle que les revenus d'exportation potentiels de l'année dernière représentent à peu près deux fois le PIB de l'Union européenne. Donc nous serions, si on avait un État continental, nous aurions une fois et demie le PIB des États-Unis, nous aurions à peu près dans les mêmes proportions celui de la Chine, donc nous serions le pays le plus riche du monde. Ce n'est pas potentiellement, ce n'est pas qu'on pourrait, parce qu'on a beaucoup de matières, non. C'est que c'est ce qui s'est fait l'année dernière. C'est la quantité de matières premières que nous avons effectivement exportées l'année dernière. Ce qui veut dire que, de manière factuelle, l'Afrique est le continent le plus riche. Mais vous ne pouvez pas faire valoir cette richesse ou l'exploiter, pratiquement vous êtes émietté. Et le monde croit donc tout le monde veut maintenir cet émiettement de l'Afrique pour pouvoir continuer à piller. En réalité, tout le monde pille l'Afrique autant qu'il le peut. Peut-être qu'il n'y a que la Russie qui ne vient pas se servir ici. Oui. Et les gens sont surpris de voir pourquoi les Africains ont quand même un regard, intéressé par rapport à la Russie, mais parce qu'elle ne vient pas se servir ici. Mais tous les autres pays viennent se servir, donnant l'impression que l'éclatement de l'Afrique leur est profitable à tous et que c'est ce qu'ils souhaiteraient. Mais ce mouvement que j'ai lancé ce matin va être d'avoir au moins 10 000 élus en 2025, des conseillers municipaux, des parlementaires, des chefs d'État, qui doivent pouvoir, donc qui sont des nationalistes africains, et qui doivent donc pouvoir construire cet État continental dans les plus brefs délais et permettre à l'Afrique de gagner tout ce qui lui revient et ainsi soutenir le reste du monde. L'Afrique n'est pas égoïste. L'Afrique ne cherche pas quelque chose pour installer la misère ailleurs, mais l'Afrique cherche à avoir sa place qui va lui permettre donc là où il y a des difficultés, là où il y a des manques à travers le monde, d'être présente et de pouvoir s'assurer que l'humanité tout entière vit dans le bonheur et dans la concorde. Merci à vous, Dr Yamtimo, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève notre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.